Et étonnamment, maintenant où je vais intervenir, pendant 27 jours, on m'empêche de faire des interventions en live. Tout à fait surprenant, tout à fait étonnant que cela se passe. Alors, je vais m'adresser à vous sur Periscope, puis ensuite on mettra l'intervention, on la mettra sur Facebook en enregistrement. C'est tout à fait étonnant, vraiment, que des choses comme ceci se passent. Alors, écoutez, je prends la parole aujourd'hui pour parler de ce dernier interrogatoire que j'ai eu le 13 février dernier avec les juges d'instruction. Et je ne me présente absolument pas ici comme une victime. Je suis un citoyen, un être humain libre qui défend ses droits. Et de ce point de vue, ce que j'aimerais pouvoir mettre en évidence, c'est qu'effectivement, je suis victime d'une injustice, je suis victime d'une instruction qui n'est pas du tout respectueuse de mes droits. Et donc, je me bats pour que la vérité de ce dossier apparaissent, pour que les choses telles qu'elles se déroulent aujourd'hui soient dénoncées. Alors, ce que j'aimerais faire par rapport à cela, c'est vous interpeller en espérant simplement une chose. D'abord, que vous compreniez ce qui est en train de se passer, vous compreniez ce qui se passe exactement, pour que vous, en tant que citoyen aussi, vous ne vous cachiez pas ou que vous n'espériez pas simplement en la justice française. Moi, je l'ai dit et je l'ai répété, je faisais confiance à la justice et de ce point de vue, j'aimerais que les choses soient claires. La justice existe. La façon dont les choses se déroulent en France aujourd'hui n'ont rien à voir avec la manifestation, la recherche de la manifestation de la vérité. Et la justice pour les uns n'est pas la justice pour les autres. Et donc c'est ceci que je dénonce et c'est ceci que vous devez comprendre. Ce qui se passe dans ce dossier, c'est beaucoup plus grave que simplement la réalité de soit d'une erreur judiciaire, soit du fait que l'on cherche à me porter préjudice. C'est tout ce que ça représente en fait. C'est ce que ça représente du point de vue d'une parole qui est une parole qui se voulait libre, qui critiquait et qui continuera à critiquer les pouvoirs et la répression, et qu'il faut comprendre de ce point de vue. Alors ça, c'est un élément qui met en évidence aussi qu'il faut aller chercher derrière aussi qui sont les personnes qui sont impliquées. Pourquoi les juges ne font pas leur travail? Parce que en voyant et en découvrant et en interpellant les gens qui sont derrière, on a la clé de cette affaire, la vraie clé de cette affaire, parce que la clé de cette affaire, c'est qu'il n'y a pas de crime, qu'il n'y a pas de viol ou autre. Il y a effectivement aujourd'hui des gens qui, en collusion, par un traquenard, ont voulu me piéger et vis-à-vis desquels les juges d'instruction ne font rien. Alors j'aimerais directement aller en 12 points assez succincts, mettre en évidence ce que j'ai dit aux juges et comment les choses se sont passées. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que la première convocation était pour le 23 janvier. Le 23 janvier, je me suis rendu au tribunal et j'ai eu un malaise parce qu'on nous avait laissés dans le froid, parce que j'étais extrêmement fatigué. Ce qu'il faut savoir, et donc l'interrogatoire n'a pas eu lieu. Ce qu'il faut savoir, c'est que les juges d'instruction ont laissé entendre que je simulais. C'est pas la première fois d'ailleurs que ces juges d'instruction mettent en doute mon état de santé. Quand je suis tombé en prison et que j'ai révélé que j'avais la sclérose en plaques, ils ont douté et on a fait en sorte que j'aille voir un médecin qui s'est moqué de mes 4 spécialistes internationaux. Il dit, il laisse entendre et il n'est pas avéré qu'il avait la sclérose en plaques. Situation particulièrement grave, effectivement. Et puis, le médecin de Fleury-Mérogis qui avait la mauvaise idée d'avoir un nom à consonance maghrébine s'est fait moquer par l'avocat
de la partie civile. Cette fois-ci encore, j'avais un certificat médical jusqu'au 22 février. Et les juges ont encore remis en cause la parole de mon médecin. Et la parole de mon médecin a été remise en cause. Est-ce que c'est parce que lui aussi avait un nom à consonance maghrébine? Je ne suis même plus loin de le croire. Ils avaient, de ce point de vue, un agenda et donc ils m'ont fait aller voir un spécialiste pour une contre-expertise. Je m'y suis rendu avec ma femme et pendant l'heure de l'entretien, qui devait décider si le lendemain je verrais les juges, le médecin m'a dit littéralement et formellement, vous avez besoin de 10 jours pour vous reposer, c'est ce que j'écrirai. Il a dit ceci, nous sommes sortis de son bureau à 15 heures et à 19 heures, il écrivait exactement le contraire au juge. Ce qui est tout à fait troublant, c'est qu'à 16 heures, c'est-à-dire au moment où je sors, je rentre chez lui à 15 heures, je sors à 16 heures, l'AFP annonce que je serai entendu le lendemain. En d'autres termes, l'AFP, les médias savaient à 16 heures la réponse que le médecin allait envoyer à 19 heures à mes juges. Ça s'appelle le secret de l'instruction. Ça s'appelle ne pas respecter mon droit au secret de l'instruction. Encore une fois, comment les journalistes ont-ils su à 16 heures ce que les juges ne pouvaient décider qu'après 19 heures? Un élément qui s'ajoute à cela et qui poursuit cette réflexion autour de la simulation. Sachez qu'en introduction de mon interrogatoire, j'ai dit au juge que ce n'était pas moi qui simulait ma maladie, mais que s'il y avait simulation, c'était bien eux. Elle, en l'occurrence, puisque j'avais en face de moi les deux juges d'instruction, Madame Camille Guillermet et Madame Camille Paluel, et que manquait pendant mon interrogatoire Monsieur Cyril Paco. Et donc je leur ai dit, s'il y a une simulation, elle est dans ce bureau. Vous simulez de mener une instruction impartiale, alors que tout est dans la partialité et que les éléments à charge sont uniquement compilés et que tout ce qui est à décharge est ignoré, négligé. Et cela n'est pas admissible. J'ai commencé par dire que je voulais en introduction, alors ils m'ont tout de suite arrêté, ils m'ont dit « Ah non, c'est nous qui posons des questions ». J'ai dit « J'aimerais que soit acté tout ce que j'ai à dire et j'ai des choses à dire avant que vous posiez des questions ». J'ai aussi, et je ne me suis pas laissé faire, voulu qu'un certain nombre de choses soient entendues. J'ai commencé par dire que, contrairement à ce qu'il laissait entendre dans ma simulation, c'est moi qui attends depuis 15 mois d'être entendu. Parce qu'enfin, ça fait 15 mois que je n'ai pas été entendu, ça fait plus d'une année que je suis sorti de prison et rien ne se passe. Et tout à coup, eh bien, comme par hasard, en 2 mois, je tombe et j'ai un malaise et tout à coup, il faut se presser. Je leur dis, mais attendez, c'est moi qui attends de vous parler, c'est pas vous qui voulez me voir, c'est moi qui veux aujourd'hui que la manifestation de la vérité soit faite. Et donc, avec ceci, j'ai répété, je dirais ce que je peux dans les limites de mon état de santé, mais je veux dire un certain nombre de choses. Et donc, ce que j'ai mis en évidence ici, c'est que j'ai insisté sur un certain nombre de points. Alors, je lis un certain nombre de notes. Pour vous dire la vérité, j'avais fait exactement la même chose. C'est même ma femme Iman qui m'avait préparé des notes que nous avions mises ensemble parce que je n'étais pas en état de me souvenir. Et donc, pendant l'interrogatoire, j'avais des notes. Les juges s'en sont moqués en disant « Mais vous lisez vos notes ». Et je leur ai rappelé que dans mon état, les notes me permettaient de rester rationnel et concentré en face d'interrogatoires qui étaient pour le moins grotesques et dont les perspectives étaient tout sauf intéressées par la manifestation de la vérité, encore une fois. Donc, j'ai mis en évidence que la présomption d'innocence, qui est un droit fondamental, n'a jamais été respectée dans ma affaire. Je suis le seul qui ait été mis en prison pendant près de 10 mois dans toutes ces affaires qui ont traversé la France et que j'ai été le seul emprisonné
et que la façon dont on m'a traité quand je suis arrivé à la police, je m'y suis rendu de moi-même, je m'y suis rendu volontairement, eh bien, cette façon de m'avoir traité dès les premières heures de l'entretien avait mis en évidence ce qui allait se confirmer pendant toute la procédure jusqu'au 13 février, à savoir que c'était une instruction à charge. Donc j'ai dit que cette instruction était scandaleuse et que elle, encore une fois, les juges n'étaient pas intéressés par la manifestation de la vérité. Que seuls les éléments à décharge étaient retenus. Et puis surtout, une chose qui est tout à fait particulière, j'attends 15 mois pour être attendu, on s'attend quand même à ce que des enquêtes soient menées, et sur moi, mais également sur les plaignantes. Or, aucune enquête n'a été menée sur les plaignantes, aucun élément n'a été apporté, alors même que la brigade criminelle, rapport après rapport, et ceci c'est dans le dossier, parce qu'il faut savoir aussi que je n'ai pas le droit, je n'ai pas accès à mon dossier. Mais mon avocat doit me parler de mon dossier, ce qui est tout à fait... Est-ce qu'on a peur, en l'occurrence, que je puisse développer davantage une défense qui prendrait le dossier à témoin? Alors, je le fais quand même, parce que je suis au courant de ce qui se trouve dans le dossier, et la brigade criminelle, rapport après rapport, met en évidence le mensonge des femmes. Le mensonge des femmes. Alors on le sait aujourd'hui. La première, 4 versions. La deuxième, 3 versions. La troisième, des versions contradictoires au point que je ne suis même pas mise en examen. Et puis la quatrième, alors c'est une version totalement farfelue. La brigade criminelle met ceci en évidence. Elle met en évidence le fait que ce qu'elle racontait, la première disait qu'elle était totalement novice sur le plan, ex-salafiste, novice sur le plan des relations avec les hommes. La brigade criminelle découvre qu'elle entretient des relations avec une 50aine d'hommes, dont certains, elle les rencontre réellement, dans la vie réelle. Donc et la façon dont elle se présente correspond tout à fait au vocabulaire qu'elle a utilisé dans sa correspondance par ailleurs. Donc ça n'est absolument pas de la manipulation, ça n'est absolument pas une femme naïve, elle est sur les réseaux sociaux, et la brigade criminelle révèle qu'elle est également coutumière de ce type de relation et en même temps de site de rencontre. La deuxième plaignante qui disait qu'elle était totalement sous emprise religieuse, au moment de ses échanges avec moi, la brigade criminelle révèle qu'elle a des relations virtuelles et réelles de type scatologique et coprophage. Tout ce qu'elles ont raconté sur ces éléments sont des mensonges. 4 cabinets d'expertise mettent en évidence qu'elle est dans la salle. Même une femme qui est sa propre témoin la reconnaît dans la salle. Les juges ne tiennent compte de rien de ce que dit la brigade criminelle. Il faut même le contraire. Ils vont aller chercher sa sœur, ses parents, Caroline Fourès, pour qu'ils viennent témoigner du fait que ce pourrait ne pas être elle dans la salle. Caroline Fourès n'a été interrogée sur rien, si ce n'est sur cette question de savoir si c'était Christelle Polema-Aline qui était dans la salle. Donc, encore une fois, les juges mandatent la brigade criminelle qui révèle rapport après rapport, que les femmes mentent, qu'elles se connaissent, qu'elles entretiennent des relations avec mes pires ennemis, qu'elles ont même planifié, la brigade criminelle révèle que sous des pseudonymes, la deuxième plaignante, Christelle, sous le nom de Nathalie, est en contact avec Brigitte, la plaignante suisse, sous le nom de Sarah, et qu'elles échangent avant de me rencontrer, avant que Christelle me rencontre, un plan pour me piéger dans un hôtel avec un paparazzi. Tout ça est présent dans le dossier et les juges n'en tiennent absolument pas compte. Un élément que j'ai répété au juge, j'ai dit, mais attendez, ça fait 2 ans, plus de 2 ans que vous enquêtez, vous n'avez questionné aucune des personnes qui apparaît dans ce dossier. Caroline Fourès, vous ne l'avez même pas questionné. Il y a plus de 400 corrélations. On appelle corrélation message vocal ou message écrit entre
Caroline Fourest, entre mai 2017, à savoir 6 mois avant la première plainte, jusqu'à août 2018, et on a demandé, mon avocat a demandé les fadettes, à savoir le détail pour savoir quand a commencé ces relations, les juges n'ont même pas répondu et ne les ont même pas versés au dossier, comme si on cachait quelque chose. Et comme je vous l'ai dit, Caroline Fourest n'est interrogée que pour savoir si elle reconnaît Christelle dans l'audience, au moment où elle dit qu'elle est séquestrée dans une chambre d'hôtel. Il la questionne sur cela pour s'opposer à 4 expertises internationales, 3 anglaises et une française, comme si les experts, quand c'est à décharge, se trompent, mais quand c'est à charge, il faut les entendre. Donc, nous avons ici Caroline Fourest. El Fassi, la brigade criminelle, révèle, en particulier sur la dernière plaignante, Elvira, que c'est lui qui, à Toulon, va apparemment à un ami, parce qu'il est à tuer à toi avec son interlocuteur de la brigade criminelle de Toulon, et lui donne une plainte qui doit être envoyée à Paris. C'est donc Jean-Claude Elfassi. Et Jean-Claude Elfassi fait ceci. Ce même Jean-Claude Elfassi, en l'occurrence, apparaît dans le dossier. Et que fait la brigade criminelle? Elle se pose des questions. Avec qui est-il en contact? Avec la première plaignante, avec la deuxième plaignante, avec la troisième plaignante et avec la quatrième plaignante. Il les connaît toutes. Plus que cela, en novembre 2017, il annonce lui-même à la télévision israélienne I24 qu'il est en contact avec la plaignante suisse. Donc la brigade criminelle révèle 4 plaignantes et lui-même admet qu'il est en contact avec la 5e plaignante. Donc, la brigade criminelle, quand tout à coup elle étudie la 4e plainte de Elvira, se rend compte, en fait, qu'effectivement, ce que Elvira va dire par la suite sur les réseaux sociaux, qu'elle a été manipulée et que c'est Jean-Claude Elfassi qui est le maître d'œuvre de tout ceci, la brigade criminelle le confirme. Et les juges n'en tiennent pas compte. Et c'est ce que je leur ai dit. Je leur ai dit, non mais attendez, la brigade criminelle vous dit ceci et vous n'en tenez pas compte. Vous ne regardez pas ce qu'il en est. Ça a été un interrogatoire qui a été difficile pour moi, parce que je n'étais pas bien, mais qui a été vigoureux. C'est le moins qu'on puisse dire, parce que je ne me suis pas laissé faire. Et j'ai rappelé à ces juges le devoir de déontologie. Alors ils m'ont dit, nous ne sommes pas là pour recevoir des leçons de déontologie. Je leur ai rappelé que ce n'était pas une leçon, que c'était simplement un rappel, parce qu'il semblait avoir une mémoire déficiente sur le devoir de déontologie, qui veut dire qu'un juge d'instruction non seulement doit être impartial, mais doit montrer son impartialité et ne pas laisser apparaître une quelconque partialité. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'y a que de la partialité dans cette façon de faire, et qu'ils n'ont pas le souci de la vérité. J'ai parlé de Caroline Fourest, j'ai parlé de Jean-Claude Elfassi. Michel Debac, le procureur. Le procureur, je l'ai rappelé au juge, je leur ai dit, mais attendez, il a vu avec Caroline Fourest, Christelle, Polema Alin en 2009. Et il dit, c'était pour moi des faits caractérisés. Je lui ai conseillé de porter plainte. Je lui ai dit, mais comment se fait-il que ni la ministre, la ministre de la Justice, Madame Nicole Belloubet, ni en l'occurrence vous, les juges, vous n'ayez entendu le procureur Debac, parce que de 2 choses l'une. Soit c'était un viol et il n'a pas répondu à son obligation en tant que procureur en exercice de devoir le dénoncer, il a le devoir de le faire, soit ça n'était pas un viol. Et donc il doit expliquer son silence et il doit expliquer ce qu'il a entendu. On attend des explications au minimum. Et donc là, les juges, chaque fois que je posais une question, chaque fois que je rappelais, comme je vous le dis maintenant, les juges, en l'occurrence, faisaient la sourde oreille et n'entendaient pas ce qu'il y avait à dire. N'entendaient pas ce que je voulais dire. C'était un dialogue de sourds, en l'occurrence. Leur but n'était pas de m'entendre, leur but c'était, avant même l'interrogatoire, ils avaient cette idée de me mettre en examen. Il faut savoir aussi une chose qui est importante et que je l'ai rappelé, je dis, mais ça ne vous étonne pas, vous les juges, vous mes juges d'instruction, que Jean-Claude Elfassi soit critiqué, soit accusé, soit dénoncé par 3 personnes, 3 des plaignantes dans ce dossier,
car enfin, Mounir Abouj a dit qu'il l'avait manipulé, lui et son propre avocat Spinner. Elvira dit, c'est lui qui a été le maître d'œuvre de ma plainte. Et en plus, récemment, Madame Enda Ayari met en évidence le fait, elle porte plainte contre Jean-Claude Elfassi. Ça ne vous interpelle pas. Et je lui reposais la question. Ça ne vous interpelle pas. Il n'y a rien à faire de ce point de vue-là. Il n'y a pas à aller chercher derrière. Vous remarquerez, dans la lettre ouverte que j'ai adressée aujourd'hui à Madame Belloubet, garde des Sceaux, je mettais en évidence quand même que je m'étonnais que, pour ce qui concerne Monsieur Griveaux, les deux personnes dont qu'on soupçonne d'avoir pu manipuler l'information soient interrogées en moins de 48 heures, et qu'en ce qui me concerne, après 28 mois, on n'a même pas entendu ces personnes, comme si elles n'existaient pas. Donc, j'ai mis ceci en évidence et j'ai posé la question de savoir s'il y avait parmi ces personnes que j'ai citées des personnes qui étaient protégées ou des personnes avec lesquelles il y avait des relations particulières pour qu'on ne les entende pas jusqu'à aujourd'hui. Voilà ce qui a été mis en évidence. J'ai ajouté que je dénoncerai désormais de façon vigoureuse et de façon ferme, institutionnellement et médiatiquement, tout ce qui, dans cette instruction, irait à l'encontre de mes droits, serait une violation manifeste de mes droits, et c'est ce que je fais, là maintenant devant vous, c'est ce que j'ai dit, et c'est ce que je continuerai à faire, que ce soit par les réseaux sociaux, si on me laisse le faire, parce que c'est tout à fait étonnant, encore une fois, ce qui se passe avec Facebook ce soir, mais bon, on a déjà ici la possibilité de s'exprimer. Je leur ai également mis en évidence une chose. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le déroulement, historiquement, en fait, quand je suis interpellé par les juges, c'est comme ça que les choses se passaient, les juges suivent l'historique des plaintes. Donc normalement, la première personne sur laquelle j'aurais dû être interrogé, c'est Elvira. Et là, tout à coup, on l'a complètement sorti du dossier. Alors, il y a trois choses que j'aimerais dire, que j'ai rappelées. Mais pourquoi vous ne voulez pas parler d'Elvira? Parce que Elvira, elle a donné une date pendant laquelle j'étais aux États-Unis. Elle a affirmé qu'il y avait eu viol en réunion dans un hôtel dans lequel je ne suis jamais allé, et une personne avec laquelle j'avais jamais eu de contact. Tous ces éléments que j'ai dit et révélé publiquement le 6 septembre dans l'émission de Jean-Jacques Bourdin était confirmé par la brigade criminelle. Donc, je veux dire, cette plainte est une plainte farfelue. Quand on a une plainte farfelue et qu'il y a une personne derrière qui est en contact avec les trois premières, ben attendez, je veux dire, je leur ai dit, mais comment est-ce que vous pouvez ne pas chercher? Et en plus de ceci, il y a eu un réquisitoire supplétif de la part du parquet. Et ce réquisitoire supplétif a été fait avant toute investigation. Elle est allée à la police. Non, c'est pas elle. Jean-Claude Elfassi a fait parvenir sa plainte à la police et de ce faisant, ils ont pris un réquisitoire supplétif sans vérifier pour se rendre compte, quelques mois plus tard, que ceci était farfelu, mensonger et qu'une femme avait été manipulée. Je me retrouve en face de juges qui font exactement la même chose avec deux femmes qui sont venues témoigner, dont aucune au départ n'avait porté plainte. Ils prennent un réquisitoire supplétif. Alors, ce qui est intéressant, c'est la façon dont les juges mènent cette instruction. Le 6 septembre, j'annonce publiquement que Elvira, c'est une plainte farfelue. Le 9 septembre au matin, ils prennent tout à... Ils demandent, ce sont les juges qui demandent au parquet de prendre un réquisitoire supplétif sur deux femmes qui sont venues témoigner sans porter plainte. Alors j'ai posé la question au juge. C'est un hasard. 3 jours plus tard, le vendredi matin, en comptant le week-end, le lundi matin, vous demandez que soit pris un réquisitoire supplétif. C'est quand même tout à fait étonnant. Quand l'une tombe, vous en cherchez une nouvelle. Et c'est ce que j'ai mis en évidence. En fait, vous cherchez à ajouter des cas alors que vous savez que les premiers tombent à l'eau. En fait, la première plainte, la deuxième plainte, la troisième plainte sont entachées de mensonges, de révélations, d'éléments qui sont accablants pour les trois plaignantes sur la base des
des rapports de la brigade criminelle, et comme vous ne pouvez pas vous satisfaire de cela, vous allez chercher de nouvelles affaires pour essayer de conforter votre position, en fait, pour vous sauver d'un naufrage judiciaire, parce que c'est un naufrage, et c'est le mot que j'ai utilisé. Vous êtes en train de mener un naufrage judiciaire. Vous êtes pas impartial, vous ne respectez pas vous n'êtes pas impartial de femme et vous ne respectez pas la déontologie. À ce moment-là, l'une des juges me dit: est-ce que vous avez pensé à porter plainte et à nous récuser? L'avez-vous fait? J'ai dit non. Pensez-vous à le faire? J'ai dit je demanderai à mon conseil. Puis ensuite j'ai réfléchi, j'ai dit mais peut-être que ça vous arrangerait que je le fasse. Parce que peut-être que ça vous sauverait du désastre dans lequel vous vous trouvez, de cette impasse, parce que au vu des éléments, eh bien, vous ne sommes pas du tout, vous n'êtes pas du tout dans une situation confortable, dans une situation qui est celle d'instructeurs qui ont fait leur travail dans l'impartialité et dans le souci de la manifestation de la vérité. Et donc, l'élément, ce que je voulais mettre en évidence, c'est ces hasards, ces coïncidences étonnantes, par exemple, qui apparaissent dans le dossier. 2 femmes ont été entendues, je le disais, et la lecture que mes juges faisaient de ces témoignages était tout à fait étonnant. Une deuxième coïncidence. Là, une des 2 femmes n'apparaît pas, elle porte pas plainte, elle ne réapparaît pas du tout depuis qu'elle a témoigné. Elle avait elle avait donné un témoignage, parlé de cette affaire sans vouloir porter plainte. La seconde, sur laquelle il semblerait que quelqu'un ait fait pression, d'abord dit que c'est consenti et qu'il n'y a pas viol, ensuite porte plainte, puis ensuite ne la confirme pas, donc redisparaît. Le 10 janvier, elle écrit une lettre au juge en disant « Laissez-moi tranquille, je n'ai rien à voir avec cette affaire ». Et tout à coup, 2 jours avant mon interrogatoire, elle se porte partie civile. Étonnant. Étonnant, alors j'ai posé la question au juge. Est-il pas étonnant que, comment savait-elle, cette femme, une information qui était pour le moins confidentielle, à savoir que j'allais être entendu le 23 janvier pour qu'elle se porte partie civile. Et j'ai posé la question, allez-vous vérifier ce que Elvira, la 4e plaignante, dit sur les réseaux sociaux, à savoir que cette femme a été invitée à se porter partie civile par l'intermédiaire de maître Éric Morin, impliqué également dans ce dossier. Allez-vous vérifier cela? Pas de réponse, parce qu'il n'y avait jamais de réponse à mes questions. Et donc, une coïncidence de plus, et ce qui est fou, j'ai posé la question au juge, vous venez de faire une erreur monumentale, une erreur, un dysfonctionnement majeur. Vous avez pris un réquisitoire supplétif, vous avez engagé une procédure à mon égard sans investigation et tout tombe à l'eau. Et là, je me retrouve en face de vous, 5 mois, puisque tout ça est apparu en septembre, 5 mois après que vous ayez entendu les 2 témoins, et il n'y a rien dans le dossier, aucune investigation, et vous allez me mettre en examen sur la base de 2 témoignages dont vous n'avez même pas vérifié les sources. C'est-à-dire qu'on n'apprend rien, c'est-à-dire qu'au dysfonctionnement d'Elvira va s'ajouter le non-sens et le dysfonctionnement pour les autres. En fait, ils n'ont pas entendu ce que je disais, puisque de toute façon, leur but, ça n'était pas la manifestation de la vérité, c'était d'ajouter ce qui pouvait donner l'impression qu'il y avait un dossier. J'aimerais dire une chose également, c'est que dans les 2 témoignages de cette femme qui tout à coup se porte partie civile, le premier parle de consentement et le deuxième ressemble mot pour mot aux premières plaintes. La brigade criminelle, et je rappelais au juge, elle a prouvé que ce qui a été dit dans les premières plaintes ne tenait pas. Enda Ayari a changé 4 fois de version et ces versions se sont rapprochées de la version de Christelle, elle-même aujourd'hui ayant changé 2 fois de version et dont la version ne tient plus puisqu'elle n'était pas
dans la chambre, elle n'était pas dans la chambre pendant la conférence et qu'après la rencontre, ces messages ne laissent aucun doute sur le fait qu'il est impossible que les choses se soient passées dans cette espèce d'horreur que personne, elle dit, je suis partie à 6 heures du matin dans un bus et j'étais complètement défaite. Aucun conducteur de bus ne s'en souvient. Elle est passée dans un jardin et les textes qu'elle a écrits après la rencontre mettent à mal toute sa version. Donc en fait, ça ne tenait pas déjà avec Christelle. Et tout à coup, Elvira, dont on sait que sa plainte était farfelue, mot pour mot dit ce qui a été dit par les 3 premières, et que la seule femme qui vient se présenter et qui se présente comme partie civile, qui dit exactement la même chose que les autres. C'est-à-dire c'est mot pour mot. Alors quand elle me posait la question, est-ce que ceci, c'est pas celui-ci? Mais attendez, c'est du copier-coller. Elle dit, elles ne se connaissent pas, mais c'est dans tous les journaux, puisque comme le secret de l'instruction n'a jamais été respecté. Je veux dire, c'est du mot pour mot. Et en plus, c'est du mot pour mot, alors que la première et la deuxième plaignante ont admis qu'elles avaient falsifié des messages, qu'elles avaient créé des comptes. Vous ne tenez compte de rien. Je posais systématiquement ces questions au juge. Et de ce point de vue-là, j'avais en face de moi une oreille, 2 oreilles, 4 oreilles sourdes. À un moment donné même, je me suis retourné vers les juges et je leur ai dit, écoutez, vous savez, dans ce bureau, nous sommes 5. 4 personnes savent que je suis innocent. Je ne dirai rien et je ne présumerai pas de l'avis de la greffière. Mais vous, Madame Guillermet, vous, Madame Paluel, mon avocat et moi-même, nous savons que je suis innocent. Et donc, ce que j'aimerais dire, c'est que je sais que les juges savent. Je sais que le processus et l'instruction est ailleurs. Qu'en fait, ce n'est pas la vérité que l'on cherche, c'est à tenir un dossier pour me faire payer mes positions politiques. Mais il faut le savoir. Mes positions politiques, ce que je représente, c'est aussi une certaine façon de penser sa présence de citoyen français de confession musulmane, son rapport au pouvoir. C'est ça qu'on vise, c'est ça que l'on veut me faire payer. C'est ça qui fait que le mensonge est entretenu et la vérité voilée, sans jeu de mots. Donc ici, j'en arrive à ma conclusion, et avant ceci, j'aimerais rappeler 2 choses. Les juges, je leur ai dit, mais comment se fait-il que vous n'ayez jamais investigué sur des choses tout à fait troublantes? Par exemple, mon premier contact avec Madame Enda Ayari a lieu fin avril 2012. Dans sa plainte, elle ne savait plus les dates, vous savez qu'elle a changé 3 fois de date, qu'on ne sait plus où et quand ça s'est passé, mais elle a laissé entendre qu'elle était en contact avec moi fin mars. Ce qui est troublant, c'est qu'elle n'entre en contact, maintenant on en a la preuve, c'est dans le dossier, que fin avril, mais qu'elle savait des informations confidentielles, le nom de l'hôtel et les dates de mes descentes à Paris. Qui l'a informé? Qui l'a informé de ces informations, qui lui a donné connaissance de ces informations? On ne cherche pas. Je veux dire, c'est quand même troublant, puisqu'on a des gens derrière qui semblent jouer un rôle que l'on ne questionne pas. Première information troublante. Autre chose, la brigade criminelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle connaît elle découvre des relations, des messages entre la deuxième plaignante et la plaignante suisse, sous des pseudonymes, qui laissent entendre, avant que la deuxième plaignante ne me rende compte, qu'ils veulent me tendre un piège. On ne cherche rien. J'ai posé la question, mais vous ne faites rien. Vous ne faites rien pour savoir ce qu'il en est. Eh bien, rien. Qu'en est-il encore? Et c'est troublant, parce que du fait que ces 3 plaignantes dont je parlais, donc Madame Mounia Rabouge, Christelle et Elvira, publiquement dénoncent El-Fassi, Jean-Claude El-Fassi, le paparazzi israélo-français, qui ne cache pas sa haine, non pas simplement de moi, mais même de l'islam. Lisez ses tweets, allez voir ce qu'il en est. Eh bien, comment se fait-il que cet homme qui est dénoncé par 3 plaignantes, qui d'ailleurs, en fait, 2 d'entre elles parlent de El-Fassi, et 3 d'entre elles en parlent, et 2 parmi celles-ci, donc Elvira et Mounia Rabouge, mettent également en cause leur propre avocat, maître
Francis Spinner. Aucune démarche de ce point de vue-là, c'est troublant. Donc, mon dernier point, et j'en arrive à ma conclusion, c'est que au bout du compte, pendant tout cet interrogatoire qui a duré près de 5 heures, je m'apercevais que leurs lectures, elles étaient orientées sur deux axes. Le premier, c'est de ne pas tenir compte de tous les éléments à décharge. En fait, disons trois axes. De ne pas tenir compte de tous les éléments à décharge. Le deuxième élément, c'est de dire il y a des indices concordants, graves et concordants. Et en fait, les indices graves et concordants, c'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure, à savoir les mensonges avérés par la brigade criminelle de la première, les mensonges avérés par la brigade criminelle de la seconde, les mensonges avérés de la brigade criminelle par la troisième, les mensonges avérés par la brigade criminelle pour la quatrième deviennent chez les deux nouveaux témoins des indices graves et concordants. Ça devient des vérités. Quand même. Je me dis, mais attendez, faut-il de ce point de vue-là être juge ou, et je me suis permis de leur dire, à moins d'être un imbécile de première catégorie. Comment se fait-il? Et jusqu'à quand vous, mes juges, allez-vous faire semblant de ne pas voir qu'un mensonge, plus un mensonge, plus un mensonge, plus un mensonge, devient dans votre instruction une vérité, un indice grave et concordant, alors qu'en fait, ces femmes, comme vous à l'heure actuelle, je leur ai dit ceci clairement, vous, comme ces femmes, vous ne défendez pas la culture. Ce qui apparaît dans ce dossier, c'est des mensonges graves et concordants. C'est ça la vérité. Et vous le savez, et donc en l'occurrence, vous ne défendez pas la cause des femmes. J'ai mis ceci en évidence, et en poursuivant en disant, vous lisez très partiellement et très partialement les rapports de ces femmes. Donc le deuxième axe, comme je l'ai dit, ce sont ces indices-là. Et puis le troisième, c'était systématiquement de dire, mais il y a fascination ici, mais elles étaient sous emprise. Donc ils allaient chercher ce que le copier-coller disait. En d'autres termes, la première qui a répété ce qu'a dit la deuxième, qui a répété ce qu'a dit la première, la troisième qui a répété ce qu'ont dit les deux premières, etc., devenait, parce que, étonnamment, elles parlent tous d'emprise, et les juges parlaient de fascination. Je lui dis, mais vous êtes en train de préparer le terrain pour l'expert que vous avez choisi. En fait, la seule chose qui vous reste, c'est la notion d'emprise. Ce dossier est vide et il vous reste la notion d'emprise. Et vous êtes en train, ici, dans ce bureau, de créer, de décider d'une nouvelle définition du viol, qui ne, je l'ai répété, je leur ai dit, qui ne va s'appliquer qu'à Tariq Ramadan. Mais cette définition ne s'appliquera pas au ministre Darmanin, ne s'appliquera pas au réalisateur Besson, à l'acteur Depardieu ou à l'ancien ministre Hulot. Ah non, parce que au titre de votre définition du viol, 80% des artistes ou de la classe politique devraient être mis en examen avec moi. Donc il y a une définition nouvelle du viol. Et cette définition nouvelle du viol, elle est fondée sur ce qui vous reste, et vous avez demandé au docteur Daniel Zagouri, que vous avez mandaté, d'étudier cette notion du viol. Je dirais, quand même, le ridicule le dispute au grotesque quand vous demandez, avant investigation, au docteur Daniel Zagouri d'étudier la notion d'emprise sur une femme que j'ai jamais vue, que je ne connais pas, et vis-à-vis duquel tout ce qu'elle dit est totalement, c'est avéré ne pas correspondre à la vérité. Vous avez demandé à un psychiatre d'étudier la notion d'emprise sur une relation imaginaire. Ça n'est déjà pas rien. Le ridicule, comme je le dis, le dispute au grotesque. Et puis ensuite, vous lui avez demandé de le faire pour toutes les autres femmes. Et j'ai rappelé au juge, mais comment peut-on même entrer dans la notion d'emprise quand les femmes ont changé de version, elles se connaissent, elles sont en contact avec mes ennemis, elles planifient avant de me voir et elles me font du chantage et du harcèlement après coup. Comment est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait une emprise? Il n'y a pas de relation d'autorité, pas de relation religieuse, il n'y a aucune ne m'a posé des questions ou n'est entré par le biais de la religion. Tout ça s'est avéré par la brigade criminelle. Donc, l'emprise, c'est pas simplement une tarte à la crème, comme l'a dit mon avocat.
c'est fondamentalement ici quelque chose, une notion qui ne tient pas. Et je me suis retourné vers les juges, je lui ai dit, mais j'ai une question à vous poser. Est-ce que le docteur Daniel Zagouri, que vous avez choisi, vous a informé du fait qu'il était membre du comité scientifique de l'association Shibboleth, basée entre Paris et Tel Aviv et Israël, dans laquelle se trouvent pas moins de 16 membres qui, tous, nominalement, ont pris position pour moi. Alors j'ai cité Frédéric Ancel, Philippe Val, Pascal Bruckner, Pierre-André Taguieff, Shmuel Trigano. Tous ces noms sont là. Pascal Bruckner, ils sont tous là. Ils travaillent d'ailleurs eux-mêmes avec une agence de communication à Gadam qui n'a pas hésité à inviter Netanyahou. Attendez, vous a-t-il dit, oui ou non, qu'il travaillait? Parce que s'il ne vous l'a pas dit, l'aurais-je rappelé, c'est grave. Mais si vous le saviez, c'est 2 fois plus grave. En l'occurrence, qu'en est-il de cette information? Et je demande à mon conseil de récuser cet homme parce qu'enfin, demander à monsieur Daniel Zagouri de faire un rapport sur moi, je le leur ai rappelé, c'est comme si vous demandiez à un membre d'une association liée au gouvernement chinois de faire un rapport sur un résistant tibétain. Un résistant non violent tibétain est considéré par le gouvernement chinois comme un terroriste. Vous avez demandé à l'un de faire un rapport sur l'autre en espérant l'objectivité. Il y a 2 erreurs dans l'affaire. De 2 choses l'une. Ou les juges le savaient, et c'est grave, ou ils ne le savaient pas, et il est grave que le docteur Daniel Zagouri ne leur aurait rien dit de son affiliation. Mais ce qui est le plus important, c'est que les juges n'ont trouvé que lui pour faire ce travail. Et donc j'ai demandé à mon avocat devant les juges de récuser cet expert parce qu'il ne peut y avoir d'objectivité dans son travail.